comme vous l'avez promis, on n'a pas oublié, maintenant ça va être la place à la nutrition. Donc là, on va voir la nutrition chez la chienne pendant la gestation, quelle quantité donnée, s'il y a des suppléments aussi. Et on verra aussi si, par exemple, le calcium aide à redresser les oreilles des chiens. Donc là, je laisse Nathalie Primienko faire sa présentation. J'élève des Golden et des Bouviers. Voilà, donc en fait, de quoi il s'agit simplement, eh bien, tout le monde le sait, augmenter l'apport énergétique lors de la gestation, lors de la lactation, et de combien à peu près? Eh bien, à peu près pendant la gestation, c'est 10 à 50%. Et pendant la lactation, de 200 à 400%, avec certains individus, comme la chienne Golden, vous voyez à droite, qui augmente pendant sa lactation sa prise alimentaire de 5 fois. Mais on m'a dit que c'était pas possible. J'ai une copine qui est venue surveiller et puis elle a dit, ah bah oui, c'est possible. En fait, contrairement aux chats, pour ceux qui élèvent des chats, eh bien l'augmentation n'a lieu qu'à la fin de la gestation, lorsque la croissance est exponentielle. Et si on nourrit pas un chien, ça va très mal se passer pour lui, puisque les fœtus sont prioritaires en ce qui concerne la nutrition. C'est-à-dire que la chienne, en quelque sorte, grossièrement, va fondre pour pouvoir assurer la croissance de ses chiots. Ah bah voilà. Alors je bouge plus. Je bouge plus. Voilà, donc elle va exporter 20% de sa composition en protéines, 70% en lipides, mais 5 fois son corps en calcium, 7 fois en phosphore et 6 fois en énergie, en gros, pour un chien moyen. Lorsqu'elle a mis bas, elle a quand même pris du poids et ça va lui permettre de commencer sa lactation, mais peut-être moins que chez la chatte, et assurer une lactation après la sécrétion de colostrum avec une courbe en cloche classique, avec un pic vers le 3e et la 4e semaine. En ce qui concerne les besoins en protéines et autre chose, eh bien, même si les besoins en énergie augmentent, les besoins en protéines augmentent encore plus vite que les besoins en énergie, ce qui fait que si on exprime les besoins en protéines par rapport à l'énergie, ils sont plus élevés qu'à l'entretien, et pendant la gestation, et pendant la lactation. Quant aux apports en calcium et en phosphore, les experts ne sont pas encore d'accord entre eux. Donc ils sont à peine augmentés, à très augmentés par rapport aux besoins énergétiques. Dans tous les cas, ils sont augmentés, mais pas forcément plus que le besoin en énergie. Voilà en gros ce que mange une chienne correctement nourrie pendant son cycle de reproduction. Donc pendant la gestation, elle commence à manger un petit peu plus, un peu avant l'augmentation de ses besoins. En fait, je bouge plus, je monte plus rien, je fais plus rien. Et ça augmente de manière un peu exponentielle juste avant. Et surtout si c'est une grande chienne qui a beaucoup de chiots, ça prend tellement de place qu'elle a un petit peu consommé de l'aliment avant de mettre bas. Et puis après, si tout va bien, eh bien, elle va augmenter sa consommation alimentaire en proportion avec ses besoins. Et je dirais même que la courbe de lactation va continuer plus ou moins bien en fonction de la capacité de la chienne à produire, à manger, donc à produire du lait. Dit différemment, si une chienne mange mal, eh bien, elle va être très rapidement, au bout de 2-3 semaines, dès le début du pic de lactation, eh bien, ses chiots vont bricoler. Donc on va commencer déjà à sevrer, alors qu'une chienne comme la mienne qui mangeait enfin à sa faim lorsqu'elle était allaitante, eh bien là c'était nickel, on avait besoin de sevrer tranquille le plus tard possible, juste avant que les chiots s'en aillent. Voilà, en gros, pendant la gestation, puis la lactation, la prise alimentaire. Alors le lait, bien sûr, le lait de chien, le lait de chatte, mais le lait de chien est très différent du lait d'humain. Alors qu'est-ce qui est différent? D'abord, c'est beaucoup plus riche en énergie. C'est beaucoup plus riche en calcium, c'est beaucoup plus riche en phosphore, c'est beaucoup plus riche en gras, c'est beaucoup plus riche en protéines. La seule chose qui est moins riche, c'est le lactose. Il est hors de question, bien sûr, d'utiliser du lait de vache pour nourrir des chiots. Et du coup, on va être obligé, si jamais il y a des soucis, d'utiliser des laits maternisés pour la croissance des animaux. Alors, j'aime bien ce schéma parce qu'il explique bien ce qui se passe. La courbe en rouge, c'est la courbe qui représente, la courbe en cloche là,
La vitesse de croissance au cours du temps d'un chiot. La courbe en bleu, j'ose même plus bouger. La courbe en bleu dans la sigmoïde, là, représente eh bien, le poids du chiot au cours du temps. Hein, c'est classique, une courbe de croissance. Le trait rouge, c'est un chat ou un petit chien. Le trait vert, c'est un chien plus grand. Que veut dire cette courbe de croissance? Eh bien, ça veut dire tout simplement que plus le chien est de petite taille, plus le moment où sa croissance est maximum est proche de la naissance. Et plus on va avoir des chiens de grande taille, plus le maximum, le pic de croissance va avoir lieu tardivement et bien après la naissance. Dit différemment, si je prends un petit chien, une chatte, c'est sous la mère que tout se passe, et donc c'est la mère qui fait le boulot. Elle le fait bien, tout va bien, elle le fait mal, tout va mal. Si je prends un grand chien, eh bien généralement, on le vend à 2 mois, c'est 9 semaines, bon bref, et sa vitesse de croissance maximum va avoir lieu bien après la vente, au moment où le chiot est déjà parti chez son propriétaire. Or, c'est au moment du pic de croissance que les problèmes, si l'animal est mal nourri, vont le plus être observés. Ce qui veut dire, vous vendez un chiot parfait santé à 2 mois de grande taille, eh bien, les gens, en le nourrissant mal, peuvent très bien le transformer en un animal qui ne fonctionne pas bien et qui est morphologiquement complètement raté. Alors, non seulement quantitativement c'est différent, mais qualitativement c'est aussi différent. C'est-à-dire qu'au cours du temps, le premier tissu qui commence à grandir et à avoir son poids, son format adulte, ça va être le tissu nerveux. Le deuxième, c'est le squelette, puis ensuite les muscles et ensuite la graisse. Bien. Si on donne, par exemple, beaucoup trop à manger à un chien, alors c'est surtout évidemment les chiens de grande race, puisque leur croissance va avoir lieu plus loin dans le temps après la naissance. Si on donne, par exemple, trop à manger à un chien de grande taille, qui va devenir un chien de grande taille, eh bien, ces muscles ne vont pas forcément être suffisamment développés pour porter l'animal en tant que tel. Et du coup, ça peut générer si la graisse se dépose trop vite, avant ce qui est prévu génétiquement, parce qu'on a donné trop à manger, eh bien une déformation du squelette. Mais il est rare, chez le chien néanmoins, qu'on ait des altérations franches de développement du système nerveux liées à l'alimentation, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres espèces, parce que même sur les grands chiens, eh bien la croissance est relativement rapide et relativement précoce après la naissance. Bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les éléments nobles, alors les éléments nobles, c'est ceux qu'on ne peut pas substituer, c'est ceux qu'il faut absolument consommer, sinon on ne grandit pas, on ne vit pas, etc. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont essentiellement, non pas les protéines, mais les acides aminés essentiels qu'on a dans les protéines, c'est-à-dire ceux qu'on ne sait pas faire. Il y a certains que l'organisme sait faire. Le calcium, le phosphore, les oligo-éléments, etc. Eh bien, ces besoins chez la chienne à la reproduction et chez le chiot en croissance augmentent beaucoup plus vite que l'énergie. Ce qui veut dire que si on donne plus à manger à la chienne, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut lui donner aussi plus à manger, peut-être en quantité, mais un équilibre qui est différent, c'est-à-dire plus de viande, plus de minéraux par rapport à l'entretien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plusieurs gammes ou manières de faire des rations. On n'est pas obligé forcément de prendre des aliments de commerce. Donc soit pour les animaux à l'entretien, soit pour les femelles à la reproduction, mais en fait ça n'existe pas, puisqu'en général, les seuls aliments qui existent avec ces concentrations élevées en nutriments constitutifs, c'est les aliments jeunes en croissance, et donc on prend le même type d'aliments pour la mère en lactation au moins, et pour le jeune en croissance. Ensuite, le deuxième risque, c'est que les chiots, si elles mangent vraiment à volonté, risquent d'être très gros. Et bon, c'est pas bien quand ils naissent trop petits parce qu'ils risquent de mourir, mais quand ils naissent trop gros, ça pose d'autres problèmes. On peut avoir des chiots hétérogènes dans une portée, ça c'est pas forcément terrible ensuite pour la suite. Et ensuite, on peut avoir des animaux qui vont naître très difficilement, éventuellement, donc ça peut leur coûter la vie. Donc la réponse est non. Voilà, à 42 jours,
42 jours, les publiés expliquent que les embryons ne pèsent encore que 5% du futur poids de naissance qui vont peser ensuite. C'est-à-dire qu'un chiot qui va naître à 100 grammes, à 42 jours de gestation, c'est-à-dire à peu près les 2/3, eh bien, l'animal ne pèse que 5 grammes. C'est rien, hein. Donc la croissance, on dit chez le chien, est exponentielle. C'est-à-dire qu'elle va être très tardive au cours de la vie des embryons. Deuxième question. Deuxième question. Ah. Je pensais à un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, mais bon, passons. Il faut ajouter du calcium, en plus d'un aliment complet, pour une chienne en gestation, au moins durant le dernier tiers de gestation. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre que jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gens, globalement, avaient plutôt faim. Donc, ils disaient à leurs enfants, mange pour grandir. Bon, quand ils avaient l'occasion, bon, c'est pas forcément vrai. Et le plus n'est pas le mieux. C'est-à-dire que certains nutriments sont toxiques et à des valeurs qui sont à peine supérieures aux besoins. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et par définition, si un aliment est complet, ben, il est complet. Point. À condition, bien sûr, d'avoir donné un aliment destiné à la chienne en gestation. Mais encore, je pense que même un aliment pour chien à l'entretien, vu l'excédent de calcium qu'il y a dedans, eh bien, il y en aurait encore assez. Donc, c'est faux. Alors, non, dans aucun cas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je vais le nuancer. Ben, vous avez tous répondu correctement. En lactation, en effet, les besoins sont tellement augmentés qu'en général, c'est plus un problème de j'ai pas assez faim qui peut poser problème. Et pour ceux qui ont des grandes races avec beaucoup de chiots, vous savez même que c'est vraiment, vraiment le problème central et que si on veut donner par exemple des croquettes, parfois ça marche pas, il faut mélanger, faire des rations mixtes. Et si on fait des rations humides, ben, ça marche pas non plus parce que c'est trop encombrant, il y a trop d'eau et la chienne n'arrive pas à manger tout ça. Donc ça c'est sûr. Le petit problème qu'on aurait peut-être pu donner en nuance, c'est que j'ai une chienne de grande race, théoriquement qui devrait avoir beaucoup de chiots, puis finalement elle n'en a pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais c'est la merde. Voilà. C'est comme ça qu'on a des chiots trop gros, des chiots nageurs, hein, des chiots qui s'aplatissent, qui finissent par mourir d'eux-mêmes parce qu'ils sont trop gros. Ben, à ce jour, j'ai pas encore trouvé la solution. Mais si on restreint l'animal, c'est pas pour ça qu'elle aura moins de lait, donc ça marche pas. Quant à un seul repas par jour, quand on multiplie son ingestion par 4, vous comprenez bien que ça va être compliqué là. Donc il faut multiplier le nombre de repas pour donner à l'occasion au bol alimentaire de transiter. Votre berger à oreille dressée, eh ben, tout le monde sait qu'il faut mettre des tuteurs et qu'il faut donner du calcium. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'une part, c'est inefficace, ça c'est sûr. Parce que le cartilage de l'oreille, c'est du cartilage. Donc c'est essentiellement des polymères avec essentiellement des protéines. Donc au pire, il faut juste vérifier que l'animal mange assez de protéines. Un chiot dont les oreilles ne se redressent pas, on vérifie aussi qu'il n'a pas un problème d'oreille, tout simplement, hein, ou une maladie générale, parce que s'il a une maladie en général, il peut très bien avoir fonctionnellement une subcarence en protéines aussi. Donc ça peut, si vous avez un chiot qui est malade, l'oreille peut, alors qu'elle a été dressée, retomber, puis ensuite il est guéri, ça remonte. Voilà. Et puis ensuite, il y a la génétique, désolé. Il y a des chiots qui ont des trop grandes oreilles, et de toute manière, bah, c'est mécanique, hein. Voilà. C'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que, bon, bah, au bout d'un moment, quand les oreilles sont très très grandes, elles plient, hein. Voilà. Alors, on peut laisser des chiots de grande race manger des croquettes à volonté durant leur croissance. Après, ça donne même les gens le gagnant, c'est ça? Normalement, il y a le gagnant et le gagnant a un super bouquin. Non, je faisais. Même quand je vous vois toute seule et que le mec est répondu, j'y arrive pas au maximum, qu'il y a un problème, je peux vraiment calculer, mais je gagne 850 points. Il faut que je travaille. Alors,
Je dirais non dans quasiment tous les cas possibles, imaginables, mais pas toujours. Alors, c'est oui dans certaines conditions, mais en général, c'est non. Lorsque le chiot grandit, généralement, il va falloir calculer ses rations et ne pas le laisser manger plus qu'il n'aurait envie d'en donner. Alors, pourquoi? Il y a plein de raisons à ça. Parce que les aliments qu'on a aujourd'hui, ils sont super sympas, super appétants. Tout est fait pour qu'ils en mangent beaucoup. Donc il est très facile de déréguler son ingestion énergétique avec des aliments extrêmement appétants. Dit différemment, c'est plus facile de grossir en mangeant des steaks frites que de la soupe. Bien, ça c'est la première chose. Ah oui, non. Attendez. Bien. C'est parfois possible, même sur des Golden Retrievers, j'ai eu des chiens qui se régulaient extrêmement bien en termes de consommation. Alors, comment on fait? Eh bien, de manière générale, il vaudrait mieux surveiller le repas pour différentes raisons. La première raison, c'est surveiller que le chien consomme correctement son alimentation. Si vous avez un animal à volonté, eh bien, on peut très bien ne pas s'apercevoir de suite qu'il mange mal. Et donc là, du coup, on perd un peu de temps si jamais il est malade. Ensuite, en ce qui concerne le chien, il y a un rapport social avec l'homme autour de la nourriture. Hein. C'est un peu différent du chat. Hein, donc voilà. Ensuite, en effet, s'il mange trop d'un coup, ça va pas le faire. Donc il vaut mieux essayer de fragmenter ses repas, même si dans une journée, il arrive très bien à se réguler en termes de quantité, il se régule peut-être pas en termes de fréquence de repas. Et dans ce cas-là, s'il mange trop en une fois, eh bien, il aura des fesses beaucoup plus molles et une dilatation plus importante de l'estomac, donc un risque supplémentaire de torsion. Mais c'est surtout le risque du gourmand qui mange trop, donc qui est trop lourd trop tôt. Et là, à ce moment-là, c'est la cata. Il y a eu une période où on aimait bien les grands chiens, c'était il y a à peu près 20 ans, 25 ans. Et donc on s'est aperçu que pour avoir une croissance optimale, c'était pas du tout la croissance maximale. C'est-à-dire que pour certaines races, il faut restreindre les animaux en énergie par rapport à ce qu'ils mangeraient naturellement pour leur permettre d'édifier leur squelette, leurs muscles, avant d'être trop lourds. Hein, et c'est en général les chiens que je vois arriver ici avec des problèmes de croissance. Les gens arrivent, par exemple, ils ont un chiot, un chiot labrador, ils sont super contents, il a 4 mois, il fait déjà 25 kilos. Et là, ça va pas le faire, hein, parce qu'il va finir avec des problèmes de coudes, de hanches, etc., etc. Alors parfois, il y en a qui se régulent très bien, même dans ces races-là. En général, c'est des animaux qui vivent plutôt seuls. Bon, il n'y a pas de problème de compétition. Ou si jamais ce sont des animaux qui vivent en groupe, c'est en général le dominant. Alors le dominant, quand il est chiot, c'est assez rare. Hein. Parce qu'en fait, le dominant, il n'est pas stressé, il va manger quand il veut. Donc il n'a pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Et puis, il y a des animaux qui se régulent très très bien. En Golden, on est obligé de présenter, pour ceux qui en ont, en expo des chiens qui sont suifés, c'est-à-dire gras. Et quand vous avez un chien qui se régule super bien et toujours mince, on a le problème inverse. C'est-à-dire que avant d'aller à l'expo, il faut l'embuquer, il faut l'engraisser. Et c'est pas simple du tout. Alors il faut essayer de lui donner des trucs super bons qu'il aime bien, etc. Et puis dès qu'on arrête de lui donner des trucs super bons, hop, bzz, il repère tout seul son poids, il se régule, il laisse ses trucs et puis voilà. Donc la réponse est non, sauf. Mais après, oui, certains grands chiens se régulent très bien. Mais à l'intérieur de chaque race, on voit aussi une différence entre les individus parfois. Oui, alors, on a fait une étude il y a quelques années, j'aurais peut-être pu vous le montrer aussi. On a fait des statistiques sur 1500 chiots en croissance, Golden et Labrador, qui venaient du CZK. On avait regardé quels étaient les chiots qui avaient le plus de problèmes de coudes et de dysplasie à l'âge adulte. En fait, il y a 2 familles de chiots qui ont des gros problèmes. Les gros gloutons qui ont mangé plus que les autres tout au long de leur croissance, donc qui étaient toujours plus hauts que les autres. Bon, ça c'est connu et décrit depuis 40 ans.
Et puis on avait une autre catégorie de chiots qui était assez surprenante, qui avait aussi des dysplasies et du coude ou des hanches. Et en fait, ils grandissaient tout à fait normalement jusqu'au moment du sevrage. C'était même souvent les plus petits. Et au moment du sevrage, quand on commençait à donner la nourriture solide, visiblement, ils avaient une accélération terrible de leur courbe de croissance. Et c'est ces animaux-là qu'on a retrouvés ensuite à l'âge adulte avec des problèmes de coude et de hanche. Ça, c'est connu aussi chez l'enfant. Il faut surtout pas, quelle que soit la vitesse de croissance d'un enfant, il faut qu'elle soit absolument régulière. Quitte à être un peu plus longue éventuellement en fonction de la génétique. Chez le chien, c'est pareil. Il faut que la courbe soit régulière, et en particulier au moment du sevrage, et c'est là que je vous rejoins, monsieur, évitez les petits qui n'avaient pas accès aux meilleures mamelles de tout à coup se goinfrer parce qu'on donne d'autres types d'aliments et que là, ils vont y aller à fond parce qu'ils ont envie de manger. Alors que ceux qui avaient déjà les meilleures mamelles, eh ben, bon, allez, on verra bien. Voilà. Ah oui, j'aime bien celle-là. Alors, j'aime bien celle-là parce qu'on est allé poser une question en expo. Bon, je vous dis pas laquelle. Si ça se trouve, vous avez répondu à la question. Alors, la question c'était, chez un chiot, une croissance trop rapide peut causer des problèmes de santé. Bon, ok. Et peut être lié à une alimentation pendant la croissance, trop riche en protéines, trop riche en fibres végétales, trop énergétique. Et bon, ceux qui répondaient pas n'étaient pas très décidés et prenaient pas de risque. Ok. Voilà la réponse qui a été apportée par des gens présents et avec des chiens en expo. Des gens présents avec des chiens en expo, a priori, ce sont plutôt des professionnels. Il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas professionnels. On a fait ensuite des stats entre les deux, mais il n'y avait pas de différence. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Alors, ce qui est marrant, c'est que la même étude a été faite en Suisse avant. Je pensais que les Suisses étaient un peu plus éduqués que les Français, mais c'était pareil. Voilà, donc les a priori, c'est très mauvais. Donc la réponse correcte, évidemment, c'est trop énergétique.